Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, la dernière fois on a travaillé l'examen national de mathématiques, session normale 2018, pour l'année baccalauréat sciences expérimentales. Et maintenant on va travailler sa session de rattrapage pour voir la différence entre les deux examens. Alors, l'examen de rattrapage comporte 5 exercices. Le premier exercice est sur la géométrie dans l'espace. Il est noté sur 3 points. Le deuxième, c'est sur les nombres complexes, noté aussi sur 3 points. Et le troisième, sur les probabilités, aussi 3 points. Un tout petit exercice sur le calcul intégral sur 2 points, et puis l'étude des fonctions sur 9 points. Alors voilà, on va commencer notre premier exercice, c'est sur la géométrie dans l'espace. Exercice 1, géométrie dans l'espace. Trois points. Alors je lis l'énoncé. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ou IJK, on considère la sphère S de centre oméga de coordonnées 2, 1, 2 et de rayon 3, et le plan P passant par le point A de coordonnées -1, 0, 3 et dont I de coordonnées 4, 0, -3 est un vecteur normal. Alors on a ici 4 questions. La première question, c'est de montrer qu'une équation de S s'écrit sous la forme d'x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 2y moins 4z est égal à 0. La deuxième question, c'est pour déterminer l'équation cartésienne du plan. Et puis la troisième, c'est pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite delta, voilà, son intersection avec le plan P. Et quatrième question, c'est calcul de la distance entre oméga et P, pour montrer enfin que le plan P tangent à la sphère S en un point que l'on déterminera. Alors dans la session normale, on a donné à peu près le même type d'exercice, seulement à propos de la position relative entre la sphère et le plan. Voilà, on a donné le cas où le plan il coupe la sphère selon un cercle. Dans cette session, il va être un plan tangent. Donc la première question, c'est de montrer que l'équation de S est sous la forme suivante. Donc avant de terminer cette équation, je vais noter les coordonnées du point A. Voilà. Ici le plan P, il passe par le point A de coordonnées -1, 0, 3 et de vecteur I normal. Voilà. Et oméga, coordonnées 2, 1, 2 et rayon égal. Donc la première question, c'est de montrer que l'équation de S va s'écrire sous la forme d'x carré plus y carré plus z carré moins 4y moins 4x moins 2y moins 14z est égal à 0. Voilà. Alors parfois on nous donne l'équation d'une sphère, on nous demande de déterminer le centre et le rayon. Ici c'est le contraire, c'est-à-dire on connaît le centre et le rayon, on veut déterminer l'équation cartésienne de la sphère. Donc on va essayer de donner la définition d'une sphère. Une sphère, c'est quoi? C'est l'ensemble des points tels que la distance oméga m est égale au rayon, c'est-à-dire oméga m au carré est égal à r carré. La distance au carré,
ça fait l'abscisse de m moins l'abscisse d'oméga au carré, plus l'ordonnée de m moins l'ordonnée de oméga au carré, plus z moins 2 au carré est égal à 3 au carré. On va développer ces incrémentales x carré moins 4x plus 4, plus y carré moins 2y plus 1, plus z carré moins 4z plus 4 est égal à 1. Alors on va arranger ces termes, x carré tout d'abord, plus y carré, plus z carré, moins 4x, moins 2y, moins 4z. Et on va faire passer le 9 à gauche, on va voir 4 plus 1 plus 4, ça fait 9, 9 moins 9, ça donne 0. Deuxième question, c'est de montrer que l'équation du plan va s'écrire sous la forme de 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. Voilà. Alors on a dit la dernière fois que si on a un plan qui passe par un point A et de vecteur normal I, alors on va donner une définition P de la façon suivante en disant que le plan P c'est l'ensemble des points qui appartient au plan tel que I il est perpendiculaire à M. Pourquoi? Parce que le vecteur normal c'est un vecteur dans la direction, il est perpendiculaire au plan, et si une droite elle est perpendiculaire au plan, alors elle est perpendiculaire aux toutes droites contenues dans le plan, en particulier la droite AM. Donc ce qui fait le plan, ça va être l'ensemble des points tels que, on va dire que AM, que la droite AM elle est perpendiculaire à la direction de I, ça veut dire que vectoriellement AM elle est perpendiculaire à I. Alors l'orthogonalité se traduit par le fait que le produit scalaire, son expression analytique, c'est la somme des produits des coordonnées respectives. Donc 4 multiplié par x plus 1, plus 0 multiplié par y, et plus moins 3 multiplié par z moins 3 est égal à 0. Voilà. Alors ce qui me donne, en développant ça, alors ça va être 4x plus 4, moins 3z, plus 9 égale à 0. C'est-à-dire 4x, voilà 4x, moins 3z, plus 13 est égal à 0. Voilà. Troisième question. Ici, on a deux questions. Petit a, vérifier que le système x est égal à 2 plus 4t, y est égal à 1, z est égal à 2 moins 3t est une représentation paramétrique de la droite delta en passant par oméga orthogonale au plan P. Alors, pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite, il faut chercher un point par lequel elle passe. Ici, c'est oméga et le vecteur directeur. Donc, du moment que delta est perpendiculaire au plan P, alors on peut en déduire à ce moment-là que le vecteur I normal à P est un vecteur directeur à delta. Voilà, alors notre droite delta elle passe par oméga, d'accord, et de vecteur directeur U, c'est-à-dire que la direction de U est perpendiculaire à delta. Donc on va donner une définition à la droite delta, on va dire que c'est l'ensemble des points M tels que le vecteur oméga M est collinéaire avec U, ça veut dire qu'il va exister un T tel que oméga M est égal à T fois U. Et par identification des coordonnées, on va trouver les représentations paramétriques. Donc on va considérer un point M de coordonnées x égale z appartenant à delta. Donc je vais dire à ce moment-là que oméga M et I sont collinéaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il va exister un T qui est appartenant à R tel qu'on a oméga M est égal à T fois I. Donc par identification, on va avoir
les coordonnées de oméga m sont les coordonnées de m, x, y, z, moins les coordonnées de oméga 2, 1 et 2. Voilà. Les coordonnées de u sont 4, 0, moins 3 multiplié par t, il devient 4t, ici 0, moins 3t. Donc on va passer maintenant les nombres de l'autre côté, on va voir 2 plus 4t, y est égal à 1, et puis z est égal à 2, moins 3t, avec t appartenant. La deuxième question, c'est de déterminer le coordonnées du H, point d'intersection sur la droite d'état et du plan P. Alors quand on veut déterminer le coordonnées d'un point H, voilà, qui appartient à la fois à delta et au plan P, on essaie de regrouper les coordonnées, les équations de la droite et du plan dans le même système. Pourquoi? Parce que H il appartient à delta, ça veut dire que ces coordonnées doivent s'écrire sous la forme suivante: x est égal à 2 plus 4t, y est égal à 1, z est égal à 2 moins t. Et le fait qu'H appartenant à P, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation du plan P, c'est-à-dire 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. Bon. Alors on va essayer de porter x, y, z qui sont en fonction de t dans l'équation du plan. Voilà, alors à ce moment-là, on va avoir 4 fois 2 plus 4t, moins 3 fois 2 moins 3t plus 13 est égal à 0. Alors on obtient ici 8 plus 16t moins 6 plus 9t plus 13 est égal à 0. Alors 16 plus 9 ça donne 25t. Et 8 avec moins 6 ça donne 2, plus 13 ça fait 15, je vais le passer de l'autre côté, ça donne moins 15. Donc ça veut dire que P est égal moins 15 sur 25, on va simplifier par un 5, ça va être moins 3 sur 5. Voilà. Alors je vais revenir à mon système pour remplacer T par ses valeurs, donc par sa valeur, donc ce qui fait, on va obtenir 2 plus 4 fois moins 3 sur 5, voilà, donc on va obtenir ici 5 fois 2, ça donne 10, moins 12, ça donne moins 2 sur 5. Y c'est toujours 1, ne dépend pas de t, donc z est égal à 2, moins 3 fois t, c'est-à-dire plus 9 sur 5, alors ça donne 19 sur 5. Voilà. Donc les coordonnées de h vont être moins 2 sur 5, 1 et 19 sur 5. Calculer de la distance entre oméga et P. Voilà. Alors les coordonnées de oméga, je rappelle que c'est 2, 1, 2. L'équation du plan P est 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. Alors on a une formule qui calcule la distance d'un point plan, c'est la racine carrée de l'expression de P en remplaçant x par 2, y par 1 et z par 2. Donc on va obtenir 4 fois 2, moins 3 fois 2, plus 13. Le tout sur la racine carrée de a au carré plus b au carré plus c au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus moins 3 au carré. Alors 4 fois 2 ça donne 8, 8 moins 6 plus 13. On va le absolu, le tout sur la racine de 25. 16 plus 9. Alors ici on va trouver 15 sur 5, donc ça donne 3. Alors petit b, montrer que le plan P est tangent à la sphère S pour un point que l'on détermine. Alors ici on a le deuxième cas de la position relative d'un plan et d'une sphère, et le cas où la distance entre oméga et le plan est égale à rayon. On dit à ce moment-là que le plan P est tangent à la sphère S.
Et à propos du point d'intersection du plan de la sphère, il est obtenu par la projection de oméga sur le plan P. Bon, ça veut dire que H il va être le point d'intersection du plan P de la droite perpendiculaire au plan P par son point oméga. C'est exactement le point H qu'on a déterminé dans la question 3. Donc on va dire qu'on a tout d'abord la distance entre oméga et P est égale à le rayon. Donc le plan P est tangent à la sphère S, S au point qui est la projection orthogonale de oméga sur le plan P, c'est-à-dire le point H qu'on a déterminé ses coordonnées dans l'exercice précédent, c'est moins 2 cinquièmes, 1 et 19 sur 5. On va passer à l'exercice 2, c'est sur les complexes. C'est un exercice noté sur 3 points. Voilà, alors la première question, comme d'habitude, c'est de résoudre une équation du deuxième degré dans C. Résolution de l'équation z carré moins 2 racine de 2z plus 4 est égal à 0. Alors, calcul le discriminant de delta b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 racine de 2 au carré moins 4 fois multiplié par 1 multiplié par 4, ça c'est 8, moins 16 c'est moins 8. Voilà qu'on peut écrire sous la forme de 8 fois moins 1, et 8 c'est racine de 8 au carré multiplié par i, le tout au carré, c'est-à-dire 2 racines de 2 i, le tout au carré. Alors quand on écrit delta sous la forme d'un carré, alors à ce moment-là, les racines carrées de delta sont le nombre complexe delta 1 de racine de 2 fois i et son opposé. Voilà, et comme delta il est non nul, alors l'équation admet 2 racines distinctes et les coefficients sont de nombre réel, donc les solutions sont conjuguées. Alors la première racine c'est z1 qui est égal à moins b plus delta d1 sur 2a, alors c'est-à-dire 2 racines de 2 plus 2 racines de 2 i divisé par 2a, c'est-à-dire sur 2. On va partager ça en deux, on va trouver racine de 2 plus racine de 2 fois i. L'autre racine z2, ça va être moins b moins d1 sur 2a, c'est-à-dire 2 racines de 2 moins 2 racines de 2 multiplié par i sur 2, ça fait racine de 2 moins racine de 2 fois i. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble formé par les deux nombres complexes Z1 et Z2. Deuxième question, dans le plan complexe rapporté un repère orthonormé direct au IV, on considère le point A d'affixe A est égal à racine de 2 fois 1 moins I, et la rotation R de centre O est d'angle pi sur 3. Voilà, ici on a deux questions. Petit a, écrire A sous forme trigonométrique. Et puis petit b, vérifier que la fixe du point B image de A par la rotation R est donnée par B est égal à 2 fois le cosinus de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12.
Donc la première question, tout d'abord je vais écrire les données, c'est que A est le point d'affixe petit a qui est égal à racine de a moins i. Et c'est exactement Z2. Et quoi d'autre? On a la rotation de centre O, ça veut dire oméga est égal à O, et θ, c'est pi sur O. Alors on va écrire à l'écriture de A sous forme trigonométrique. Alors A est égal à racine de 2 multiplié par 1 moins i. Si on le développe, ça donne racine de 2 moins racine de 2 fois i. Donc on calcule le module. Tout d'abord, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors ça donne racine de 2 plus 2, c'est racine de 4, ça donne 2. Donc on va mettre 2 en facteur. Voilà. Donc ça veut dire comme si on va décomposer alors A est égal à le module, c'est-à-dire 2 fois racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. Donc on va chercher l'angle dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, le sinus est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc le cosinus est positif dans le premier cadran et le quatrième cadran, et le sinus il doit être négatif, donc ça veut dire quatrième cadran, parce que si le sinus est positif, ici c'est négatif. Donc l'angle dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4, donc ici on va voir pi sur 4, et son symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est moins pi sur 4. Okay. Donc il va convenir, c'est moins pi sur 4, parce que son cosinus il est positif, son sinus est négatif. Bon, ça veut dire que racine de 2 sur 2, on va le remplacer par cosinus de moins pi sur 4, et moins racine de 2 sur 2, on va le remplacer par sinus de moins pi sur 4. Petit b, vérifier que la fixe du point B, image de A par la rotation R, est donnée par une expression. Donc on va ici considérer que l'image de A par la rotation R c'est B, et B sur la fixe c'est petit b, qu'on va exprimer en fonction de petit a. Alors ici, on essaie de passer par la représentation complexe de la rotation. Voilà. Donc on va dire que la représentation complexe de la rotation R, voilà, est définie par la relation suivante. Alors quand on a un point M d'affixe Z, son image par rotation c'est M' d'affixe Z'. Alors la relation entre Z et Z' est donnée par l'expression suivante: Z' moins oméga est égal à l'exponentielle I θ multiplié par Z moins oméga. Et oméga bien sûr c'est la fixe de grand oméga qui est pour nous c'est O. Donc ça veut dire que petit oméga c'est 0. Voilà. C'est un complexe nul. À ce moment-là, on va avoir ici Z' est égal à exponentielle I, c'est l'exponentielle I pi sur 3, voilà, multiplié par Z. Alors, du moment que l'image de A c'est B, on a l'image de A par la rotation, c'est le point B. Alors en utilisant la représentation complexe de la rotation, on va dire à ce moment-là que la fixe de B, que je vais remplacer par Z',
est égal à exponentielle pi sur 3 multiplié par l'affixe de A que je vais remplacer par Z. Voilà. Donc B est égal à exponentielle pi sur 3. Alors, de la même façon, il est préférable d'écrire sa forme complexe. Alors, du moment que A est égal à 2 fois cosinus 2 moins pi sur 4 plus I sinus 2 moins pi sur 4. Alors, la forme complexe, c'est 2 fois exponentielle, 2 moins I pi sur 4. Voilà. Donc, je vais remplacer ici A par 2 fois exponentielle moins I pi sur 4, qui me donne 2 fois exponentielle de I pi sur 3 moins I pi sur 4. Voilà. Je vais rendre au même dénominateur ici, je vais avoir 1 tiers moins 1 quart, ça donne un douzième. Donc ça va être exponentielle de I pi sur 12. Et je vais revenir à la forme trigonométrique. Exponentielle I pi sur 12, ça donne cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Voilà. Voilà, et ça c'est pour expliquer le passage de la forme trigonométrique à la forme complexe. Voilà. Donc pour A, on a ici la forme algébrique, et on a dans la première question déterminé la forme trigonométrique, et la forme complexe c'est 2 fois exponentielle moins I pi sur 4. Voilà, on va passer maintenant à la question 3. Petit a, on considère un troisième point C d'affixe petit c qui est égal à 1 plus I. Et ici, on nous demande de montrer que b carré moins c carré est égal à 2 racines de 3. Alors, pour démontrer cette égalité, on va calculer tout d'abord b carré. Donc, on va passer l'expression qu'on a trouvée dans les questions précédentes, c'est-à-dire b est égal à 2 fois cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Alors on va passer au carré. Donc il est égal à 2 au carré, ça donne 4. Ici on va utiliser la formule de Moivre. Cosinus de 2 fois pi sur 12 plus I sinus de 2 fois pi sur 12. Bon, qui est égal à 4 fois cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. Et cosinus de 4 fois cosinus de plus c'est racine 3 sur 2 plus I fois 1 demi. Donc qui nous donne 2 racines de 3 et plus 2i. Voilà. Alors je rappelle la formule de Moivre que j'ai utilisée pour calculer le carré de ce nombre complexe, qui dit que cosinus de θ plus sinus de θ à la puissance n est égal au cosinus de nθ plus sinus de nθ. J'ai utilisé pour n est égal à 2 pour expliquer ce passage d'ici à ici. Alors je vais calculer maintenant c carré. C carré c'est 1 plus I au carré. C'est une identité remarquable qui me donne 1 au carré plus I au carré c'est moins 1. Le 2 pour 10 c'est 2i. Donc c'est 2i. Alors la différence entre b carré et c carré, ça va être 2 racines de 3 plus 2i et moins 2i, ce qui me donne 2 racines de 3. Petit b, on va considérer maintenant une translation t de vecteur OC. Voilà, une translation elle transforme un point M d'affixe Z dans un autre point M' d'affixe Z'. Et voilà, soit D l'image du point B par la translation T. Et l'image de B par la translation, c'est le point D. Alors la question c'est de montrer que la distance OD est égale à le module de B plus C. Voilà.
translation, de la même façon, on va essayer de décrire la représentation complexe. Alors la représentation complexe de la translation T est donnée par Z' est égal à Z plus la fixe du vecteur OC, ça veut dire le vecteur de la translation. Et la fixe de OC, c'est la fixe de C moins la fixe de O. La fixe de C, c'est petit c. Bon. Ça veut dire que la relation entre les affixes d'un point et son image est donnée par la relation Z' est égal à Z plus C. Alors on va traduire le fait que l'image de P par la translation T est égale à D. Alors la fixe de D que je vais noter, D est égale à la fixe de B, c'est-à-dire petit b plus C. Voilà. Alors pour arriver à ce résultat, on va passer par le module, d'où le module de D est égal au module de B plus C. D'accord? Et on va donner une interprétation au module de D, c'est exactement la distance OD. Voilà, c'est-à-dire la distance OD est égale au module de B plus C. Et pourquoi ceci? Parce que la distance OD, c'est le module de ZD moins ZO. Et la fixe du point D, c'est D, et la fixe du point O, c'est 0. Donc ça me donne le module de D. Donc le module de D, je l'ai remplacé par la distance OD. C'est ce qu'on nous a demandé de calculer. La dernière question, c'est en déduire que OD, donc on va montrer que OD multiplié par BC est égal à 2 racines de 3. Alors, du moment que c'est une question déductive, on va essayer de remplacer OD par l'expression qu'on vient de trouver, ça veut dire le module de B plus C. Et pour la distance BC, c'est de la même façon, on va dire de la fixe de C moins la fixe de B, c'est-à-dire C moins B. Donc je vais essayer d'utiliser une propriété sur le module de Z fois le module Z', c'est le module de leur produit. Donc à l'intérieur, on va avoir le module de C plus B multiplié par C moins B, ce qui me donne le module de C carré moins B au carré. Et C carré moins B au carré, c'est 2 racines de 3. Alors voilà, donc ça c'est égal aussi au module de B carré moins C carré. Et dans la question 3a, on a trouvé 2 racines de 3. Donc est égal au module de 2 racines de 3, qui est égal bien sûr à 2 racines de 3. Alors on va passer à l'exercice 3. Sur le calcul des probabilités. Il est noté sur 3 points. Alors je vais lire l'énoncé. Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher, 3 boules de couleur rouge portant chacune le nombre 1 et 3 boules rouges portant chacune le nombre 2 et 6 boules de couleur verte portant chacune le nombre 2. On tire au hasard et simultanément 2 boules de l'urne. On considère les événements suivants. Grand A, obtenir 2 boules portant le même nombre. B, obtenir 2 boules de couleurs différentes. C, obtenir 2 boules portant 2 nombres dont la somme est égale à 3. Alors pour comprendre cet énoncé, je vais essayer de résumer les données. Ici, on a au total 12 boules, 3 boules rouges portant chacune le nombre 1 et 3 boules rouges portant chacune le nombre 2, c'est-à-dire 6 boules rouges qui portent le numéro 1, 1, 1, 2, 2, 2. Et 6 boules vertes qui portent les numéros 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà.
et on tire 2 boules simultanément. Alors, quand on tire 2 boules simultanément, ça veut dire en même temps, on ne tient pas compte de l'ordre. À ce moment-là, on utilise les combinaisons. Les trois événements, je vais les écrire de façon abrégée. Obtenir 2 boules portant le même nombre. Donc, même nombre. Et c'est l'événement obtenir 2 boules de couleurs différentes. Donc, couleurs différentes. C'est obtenir 2 boules portant 2 nombres dont la somme est égale à 3. Donc c'est somme égale à 3. Voilà, la première question, c'est de montrer que P de A est égal à 13 sur 22, P de B est égal à 6 sur 11, et on va calculer P de C, on ne nous a pas donné sa valeur. Alors pour calculer la probabilité de A, la probabilité de B, la probabilité de C, on va essayer de comprendre le contenu de chaque événement. Alors l'événement A, il contient que des résultats, ça veut dire des boules qui portent le même nombre, et on a ici que 2 nombres, le nombre 1 et le nombre 2. Ça veut dire que l'événement A, c'est obtenir 2 boules qui portent le numéro 1 ou bien 2 boules qui portent le numéro 2. Voilà. Ça veut dire qu'on va calculer le nombre de possibilités d'avoir 2 boules qui portent le numéro 1, on va leur ajouter le nombre de possibilités d'avoir 2 boules qui portent le numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de partager le contenu de l'urne en 2 groupes. Un groupe, on va mettre les boules qui portent le numéro 1, il y en a 3 boules qui portent le numéro 1. Et dans un autre groupe, on va mettre les 9 boules qui portent le numéro 2. Donc ici, on va choisir 2. Ici, on va choisir 2. Donc ce qui fait P de A, ça va être cardinal de A, le nombre de cas favorables à l'obtention de l'événement A sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles tout d'abord, alors c'est quoi? C'est l'ensemble des parties ayant 2 éléments choisis d'un ensemble ayant 6 éléments, ça veut dire c'est de 12. Et pour le nombre de cas favorables pour l'obtention de A, alors on va déterminer tout d'abord le nombre de possibilités de choisir 2 boules qui portent le numéro 1, parmi l'ensemble des boules qui portent le numéro 1, il y en a 3, donc c'est 2, 3. On va leur ajouter le nombre de possibilités de choisir 2 boules parmi l'ensemble des boules qui portent le numéro 2, il y en a au total C2, 9. Voilà. Alors C2, 3, c'est 3, C2, 9, c'est 9 fois 8 divisé par 2, ça fait 9 fois 4, c'est 36. Sur C2, 12, c'est 12 fois 11 divisé par 2, ça fait 6 fois 11, c'est 66. Donc ici, on va avoir 39 divisé par 66. On va simplifier par un 3. On va avoir 13 sur 22. Alors pour B, on va s'intéresser aux couleurs maintenant. B, c'est obtenir deux boules qui portent des couleurs différentes. On n'a que 2 couleurs. Donc B, c'est l'événement obtenir une boule rouge et en même temps une boule verte. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager l'urne en 2 groupes. Je vais mettre les 6 boules rouges d'un côté, voilà, et je vais mettre les 6 boules vertes de l'autre côté. Donc ça veut dire ici je vais choisir une boule, ici je vais choisir une boule. Et l'événement B, c'est quoi? C'est obtenir à la fois une boule rouge et une boule verte. Ça veut dire que le nombre de cas favorables à l'obtention de B, et d'après le principe fondamental du dénombrement, pour avoir à la fois une boule rouge et une boule verte, je vais multiplier le nombre de possibilités d'avoir une boule rouge, c'est C1 parmi le nombre des boules rouges, multiplié par C1, 6, le nombre de possibilités d'avoir une boule verte, toujours sur C2, 12. Bon, ça c'est 6, l'autre c'est 6 aussi. Et sur 66, je simplifie par-ci, je trouve 6 sur 11.
Alors pour C, l'événement C, c'est quoi? C'est obtenir une somme est égale à 3. Donc ici, on ne s'intéresse pas aux couleurs, on s'intéresse qu'au numéro parce que obtenir une somme est égale à 3, ça veut dire obtenir une boule qui porte numéro 1 et une boule qui porte numéro 2. C'est le seul cas qu'on a. Donc C, je vais l'écrire de la façon suivante, c'est obtenir une boule qui porte numéro 1 et une boule qui porte numéro 2. Voilà. Donc P de C, c'est cardinal de C sur cardinal de oméga. Alors, combien est-il de façons différentes de choisir une boule qui porte le numéro 1? Je vais choisir une boule qui porte le numéro 1. Donc j'ai C1, 3 possibilités. Je vais multiplier, toujours d'après le principe fondamental qui dit qu'il faut avoir à la fois une boule qui porte le numéro 1 et une boule qui porte le numéro 2. Je vais multiplier par le nombre de possibilités d'avoir une boule qui porte le numéro 2, que je vais choisir bien sûr parmi les 9 boules qu'on a ici. Donc c'est multiplié par C1, 9. Ça c'est 3 fois 9 sur 66. Donc je simplifie par un 3, il va rester 3 sur 22. Bon, deuxième question, montrer que P de A inter B est égal à 3 sur 11. Alors l'événement A inter B, c'est quoi tout d'abord? L'événement A inter B, c'est l'événement qui se réalise si A et B se réalisent en même temps. Ça veut dire, je vais lire l'énoncé de l'événement A, l'énoncé de l'événement B, je vais mettre E entre les deux. Donc l'événement A inter B, c'est quoi? C'est obtenir deux boules qui portent le même nombre et de couleurs différentes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire obtenir une boule rouge et une boule verte tout d'abord, pour qu'ils soient des couleurs différentes et qui portent le même nombre. Donc la seule possibilité qu'on a, du moment que les boules rouges ne portent pas le numéro 1, c'est obtenir une boule rouge qui porte le numéro 2, une boule verte qui porte le numéro 2. Donc je vais écrire de façon abrégée l'événement inter B comme étant obtenir une boule rouge qui porte le numéro 2 et quand même obtenir une boule verte qui porte le numéro 2. Donc ici, de la même façon, je vais partager mon urne en trois catégories. Je vais mettre les boules rouges qui portent le numéro 2, les boules vertes qui portent le numéro 2. Ici, je vais mettre les autres. Donc, les boules qui portent les boules rouges qui portent le numéro 2, il y en a un nombre de 3. Les boules vertes qui portent le numéro 2 sont au nombre de 6. Et ici, je vais mettre les boules rouges qui portent le numéro 1, elles sont au nombre de 1. Alors, je vais choisir maintenant une boule qui porte le numéro rouge qui porte le numéro 2 de cet ensemble-là. D'accord? Et j'ai trois possibilités, donc ce qui fait c'est un 3. Je vais choisir une boule qui porte, verte qui porte le numéro 2, ça veut dire que je vais choisir une boule parmi ce nombre-là. Donc ce qui fait P de A inter B qui est égal à cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Donc ça va être C1 3 multiplié par C1 6 sur C2 12. Alors c'est 3 fois 6 divisé par 66. Je simplifie par 6, je trouve 3 sur 11. Petit b, les événements A et B sont-ils indépendants? Alors deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'agit pas sur l'autre. Ça veut dire probabilité de A sachant B est égal P de A et aussi P de B sachant A est égal P de B. On a une formule qui caractérise deux événements indépendants, c'est que probabilité de l'intersection est égale P de A fois P de B. Donc on va essayer de vérifier est-ce qu'on a cette égalité, P de A multiplié par P de B. C'est 13 sur 22 multiplié par 6 sur 11. Voilà. Je peux simplifier par un 2, je vais trouver ici 3 fois, donc c'est 39 sur 11 fois 11, c'est 121. Voilà, est-ce qu'elle est égale à P de A inter B qui est égal à 3 sur 11? Alors peut-être on va voir qu'ils sont différents. Pourquoi c'est différent? Parce que je peux décomposer 121 en 11 fois 11, je vais mettre le 11 ici, ça va être 33. 33 différent de 39. Donc ils sont différents. Donc je vais dire à ce moment-là que les ne sont pas indépendants.
La dernière question, sachant que l'événement B est réalisé, calculez la probabilité d'obtenir deux boules portant le même nombre. Alors, ça fait penser à la probabilité conditionnelle. Alors, sachant que l'événement B est réalisé, donc on va calculer P d'un événement sachant B, mais l'événement qu'on va calculer, sa probabilité, c'est obtenir deux boules qui portent le même nombre. C'est exactement l'événement A. Donc, on va calculer P de A sachant B, qu'on note parfois comme ça, P de A sachant B, qui est égal à P de l'intersection sur P de B. Voilà. Alors P de A inter B, on l'a dans question petit a, c'est 3 sur 11. Et P de B, c'est 6 sur 11. Alors on simplifie par 11 et par 1 3, on trouve 1 demi.